bienvenue ici même en direct en public à l'occasion de cette deuxième journée de CEFIA TV. C'est d'Afrique subsaharienne dont nous allons parler avec mon invité. Présentation. Alors, je m'appelle Samir Lalou, je suis le directeur commercial de Comaner, donc société qui distribue tout ce qui est intrant pour l'agro-industrie au Maroc et dans l'Afrique de l'Ouest. Alors justement, le Maroc a clairement affirmé sa position de hub de développement au niveau de l'Afrique subsaharienne pour à la fois les acteurs africains, les acteurs du Maghreb et les acteurs européens. Vous êtes un bon observateur de ce qui se passe actuellement au niveau de l'Afrique subsaharienne. Alors aidez-nous un petit peu à nous faire un tour d'horizon de la zone, où est-ce qu'elle en est, contraintes, opportunités. Votre regard nous intéresse. On va parler tout d'abord sur la croissance. Effectivement, tous les pays européens et occidentaux sont à la recherche de croissance. C'est mou. Ils vont la chercher là où elle est. L'Afrique y a tout à faire. Donc, c'est une croissance à 2 chiffres chaque année. Les chiffres émis par tous les pays d'Afrique subsaharienne sont positifs et même parfois à 2 chiffres. Donc, c'est un marché en phase de croissance, mais plutôt en phase de construction. Donc, ça sera pour ceux qui vont le prendre en premier. Voilà. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir un tour d'horizon un petit peu de différents pays, des zones qui vous paraissent vraiment en termes de priorité d'investissement, vraiment celles sur lesquelles il faut vraiment mettre le focus, d'autres qui sont à regarder de près, et celles sur lesquelles en ce moment c'est pas drôle et il faut peut-être attendre un petit peu. Analyse géoéconomique de la zone, si je puis dire. Aujourd'hui, on va parler par zone géographique. Donc, il y a tout ce qui est Afrique de l'Ouest et regroupement économique qu'on trouve, l'UMOA, la CEDEAO et tout ça. Donc, qui sont en majorité francophones et qui vont intéresser plutôt... Alors, c'est d'autant plus... Enfin, parlons 10 secondes de la francophonie. Cette zone-là, elle offre un intérêt évident, c'est que pas d'adaptation de produits, les relais parlent effectivement français, il n'y a pas besoin de dépenser un euro d'adaptation ou un dirham d'adaptation pour changer les docks, réimprimer... quels sont les... C'est pas qu'une question d'investissement. Aujourd'hui, pour se développer en Afrique, il y a aussi tout ce qui est structurel. Et on va parler structurel sur les cadres légaux qu'on va trouver. Donc le cadre légal aujourd'hui, par exemple, le Maroc n'a pas d'accord de libre-échange avec, par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est le Sénégal, qui est peut-être un pays de la région et très proche du Maroc. Très proche, en développement. Des Sénégalais peuvent s'installer au Maroc sans avoir besoin de résidence ni rien du tout, alors que économiquement, et vice-versa, même les Marocains peuvent s'installer. Je parle de l'exemple Maroc et Sénégal en termes de relations. Par contre, en termes de relations économiques, il n'y a pas de cadre légal, pas de convention, alors qu'on a des conventions de libre-échange partout dans le monde. Ouais. Et ce qui n'aide pas. Donc il y a le cadre légal à développer aujourd'hui et il y a aussi tout ce qui est infrastructure. En tant qu'observateur, il n'y a pas de cadre légal. Et vous pensez qu'à moyen ou court terme, on peut être optimiste là-dessus? C'est quoi? C'est du 2, 3, 10 ans? Aujourd'hui, il y a une volonté, on le voit. Il y a un discours. Sa Majesté initie tout ce travail, mais aujourd'hui, il va falloir faire le suivi de tous ces déplacements. Et donc, il y a du boulot on est observateurs. Ça ne dépend pas de nous, nous les opérateurs privés, mais bon, nous, on tape aux portes, on demande. La mise en place de ce cadre. Alors, pas de cadre légal, mais est-ce qu'on peut faire du business en l'attendant? Et alors, risque et opportunité. On essaye de prendre notre bâton de pèlerin, on essaye d'y aller, et avec toutes les difficultés qu'on peut trouver. Alors, justement, le secteur bancaire initie aujourd'hui ces ponts pour faire du business en Afrique. Donc, si vous parlez du secteur bancaire, ça veut dire que le risque un peu traditionnel de paiement, de non-couverture des risques. Plusieurs banques sont installées en Afrique. C'est le premier risque que vous identifierez, parce que on parlait de risque et d'opportunité. C'est le risque essentiel pour l'entreprise privée. Bon, on est d'accord. Donc bien sécuriser ces relations bancaires. Et là, vous dites quand même qu'il y a maintenant des acteurs bancaires implantés qui peuvent vous sécuriser la transaction. Il y a plusieurs qui sont carrément installés à travers des filiales. Donc, je ne vais pas citer les noms, mais plusieurs banques marocaines aujourd'hui sont vraiment très installées en Afrique. Et à travers leurs filiales, on peut sécuriser ce genre de risque. Bon, il y a d'autres risques aussi inhérents à la concurrence de certains pays qui
qui ont plusieurs aides internes et toute l'avance qu'ils ont par rapport à notre pays, quoi. Comme par exemple la Turquie, la Chine et tout ça. Donc les aides à l'export, tout ce qui se fait, tout l'arsenal qui est déployé pour les aider. D'accord. Alors, on en était à l'Afrique subsaharienne. On a parlé et on a commencé à voir un petit peu les risques. Est-ce qu'il y a d'autres risques typiques? D'autres risques, on ne va pas rentrer en langage politique. Non, non, on est entre amis, c'est juste filmé, ça ne sortira pas de cette salle. Donc là, il n'y a aucun problème pour y aller. Les risques sécuritaires sont là. Hein. C'est vrai qu'on le ressent dans certaines régions, mais bon, aujourd'hui, disons que il y a une volonté de sécurité qui s'installe à travers des interventions de différents organismes et tout ça. Mais aujourd'hui, bon, c'est plutôt les risques de structure, comme je dis, et les risques d'avoir les mêmes moyens de concurrence par rapport à d'autres pays. Aujourd'hui, le Maroc en tant que pays, normalement, naturellement, son marché est en Afrique et non autre part. Bien sûr. Très bien, merci pour cet éclairage. Alors, on a parlé de l'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il y a d'autres zones sur lesquelles vous aimeriez faire un éclairage Non? Non, bon, ça va. En tant que priorité, moi je pense que les marchés prioritaires pour nous, pour tous les acteurs de l'agro-industrie, c'est plutôt les marchés émergents. Les autres marchés sont assez saturés avec des opérateurs qui sont de taille multinationale. L'opérateur, en général marocain, a besoin de marchés où il peut s'élargir et faire des croissances où il peut avoir vraiment accès. Et bon, l'Afrique reste vraiment une priorité. Il y a le Moyen-Orient aussi qui commence à émerger, les pays de l'Est. Aujourd'hui, avec les différents blocus et boycotts, aujourd'hui, on parle que de la Russie comme marché ou un levier de développement pour le Maroc. Bon, on verra comment ça va se passer. On verra comment ça va se passer. À ce stade, y a-t-il des questions dans la salle pour nos invités, des remarques, des témoignages? Questions, remarques, témoignages? C'est la première question qui est toujours la plus difficile à poser. Ah, merci de nous aider à lancer le débat, chère madame. N'hésitez pas à vous présenter. Oui, allô, bonjour. Moi, je suis madame Bory des laboratoires Bory. En fait, on n'est pas dans l'agroalimentaire, mais le cosmétique. Donc, il y a des proximités avec ça. Moi, je voulais savoir au niveau des pays d'Afrique subsaharienne, quelle est la réglementation en termes d'hygiène, de marquage de produits, etc. Enfin, tout ce qui est normatif. Est-ce qu'il y en a une déjà? Est-ce qu'il y en a? Dans quel pays il y en a? Quelle est la Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Afrique, l'Afrique, c'est pas le Far West. Ça, c'est sûr et c'est certain. Aujourd'hui, il y a des réglementations qui sont internes à chaque pays. Vous pouvez les consulter à travers les chambres de commerce de ces pays-là. Si vous parlez de réglementation d'étiquetage ou de composition, en général, les pays africains se réfèrent au codex et aux référents mondiaux en termes de sécurité sanitaire. La réglementation existante. Bon, je peux citer les pays que je connais, Sénégal. Bon, vous parlez de tout ce qui est cosmétique. Je pense que vous pouvez trouver les mêmes règles qu'on va avoir sur l'utilisation des produits, sur le codex ou réglementation internationale. Ça répond à votre question? En partie, merci bien. D'autres questions? Très bien, moi j'ai encore une question un petit peu en tant qu'observateur. Donc effectivement, comme un acteur sur le territoire, vous êtes aussi observateur d'autres réussites et d'autres success stories, peut-être dans d'autres univers que le vôtre. Est-ce que vous auriez des exemples de sociétés qui ont quand même bien commencé à tirer profit de ce marché et dont on peut s'inspirer? Aujourd'hui, ça dépendra de quel secteur on veut parler. Bon, l'agroalimentaire aujourd'hui, la Turquie est vraiment très présente en Afrique de l'Ouest. Surtout sur tout ce qui est PGC, produits de grande consommation. Les autres secteurs, on peut trouver des pays qui sont actifs dans l'immobilier. Le Maroc est assez actif dans des pays comme Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon. Les locomotives, je ne citerai pas de nom, mais aujourd'hui, le secteur de l'agroalimentaire marocain
est-il présent en Afrique? Je pense, par rapport à nos capacités, qu'on est timidement présent. On peut encore faire beaucoup mieux dans un cadre plus ou moins actif et beaucoup plus professionnalisé. Aujourd'hui, quand une entreprise elle part en Afrique, elle est plutôt en voyage seule. Alors que dans le cadre quand on parle de Tunisie, des pays qui sont par essence exportateurs, la Turquie, la Chine. C'est la chasse en meute plutôt que de la chasse solitaire. Je les rencontre souvent sur des pavillons groupés. Voilà, exactement. Donc effectivement, peut-être jouer plus groupé, mieux organiser les réseaux de développement. Plus cohérent aussi. Moi, je pense qu'on devrait mettre en place une politique plus cohérente pour l'export, parce qu'on voudrait exporter, mais est-ce qu'on a les moyens d'exporter? Est-ce que nos produits sont compétitifs? Est-ce qu'on a les personnes qu'il faut là où il faut pour donner la chance aux produits marocains d'être exportés? Très bien, on voit effectivement au travers de votre témoignage que les opportunités sont là, que l'envie aussi, peut-être un certain nombre de critères d'amélioration à suivre. On sera ravis à l'avenir de les suivre à l'antenne de CEFIA TV. En conclusion, vous avez un stand, je crois, ici même, sur le CEFIA. Qu'est-ce qu'on peut... Voilà. Les sponsors officiels du CFIA depuis maintenant, je pense, 3 éditions d'affilée. On a toujours participé au CFIA. On espère encore plus de succès au CFIA dans les années à venir. Nous croyons en ce salon comme étant la vitrine réelle de ce qui peut se proposer pour l'agro-industrie marocaine en termes de professionnalisme et en termes de vitrine d'échange avec tout ce qui est exposants étrangers et marocain quoi. Voilà. En tout cas, un grand merci. Donc, Samir Lalou, je rappelle que vous êtes le directeur. Merci, je rappelle que vous êtes donc le directeur commercial de la société Comaner. À bientôt.